À 11 h du soir, le 16 avril 1943, un convoi de véhicules s'est arrêté devant l'hôtel de la Poste dans le village de Saint-Zurier, dans le sud-est de la France. Les hommes qui en sont descendus étaient le sergent Hugo Bleicher de l'Abwehr, un officier de la redoutable Gestapo et un détachement de troupes italiennes. Grâce à un tuyau, ils savaient exactement qui ils cherchaient et où ces personnes se cachaient. Odette Sansom était en France depuis 5 mois. Elle travaillait comme courrier pour le réseau de renseignement britannique qui s'étendait à travers les montagnes du sud-est de la France. Lorsque les bottes résonnèrent dans le couloir et qu'un pistolet fut pressé dans le creux de son dos, elle ne tenta même pas de s'enfuir. Au lieu de cela, elle appela Peter Churchill, le chef de son réseau, le suppliant de ne pas s'enfuir. Moins d'1 heure plus tard, ils étaient tous les deux aux mains des nazis. Au cours des 2 années suivantes, la Gestapo ferait tout ce qui est en son pouvoir pour la briser. Voici l'histoire d'Odette Sansom, une épine dans le pied des nazis, et l'espionne la plus décorée de la Seconde Guerre mondiale. Odette Brély est née le 28 avril 1912 à Amiens, dans le nord de la France. Son père, Gaston, était banquier et soldat décoré, tué en 1918, seulement 30 jours avant l'armistice. Odette avait 6 ans. Ses grands-parents emmenaient Odette et son frère Louis déposer des fleurs sur la tombe de Gaston chaque dimanche, et son grand-père leur disait qu'une autre guerre viendrait, et quand ce serait le cas, ce serait leur devoir de servir comme leur père l'avait fait. Odette a été tourmentée par la maladie pendant son enfance. La polio, à l'âge de 7 ans, l'a laissée paralysée pendant plus d'1 an, et aveugle pendant 3 ans et demi. Ensuite, elle a été frappée par une fièvre rhumatismale. Dans l'espoir que l'air côtier lui ferait du bien, la famille a déménagé à Boulogne en 1926, inscrivant Odette dans une école de couvent. Ses derniers bulletins scolaires la qualifiaient d'intelligente et pleine d'humour, mais obstinée, pétulante et dotée d'une forte volonté. À l'été 1930, elle a rencontré Roy Sansom, le fils d'un officier britannique qui avait été logé chez sa famille pendant la Première Guerre mondiale. Ils se sont mariés en 1931 et ont déménagé à Kensington, en Angleterre, en 1932. 3 filles sont nées par la suite. Lorsque la guerre a été déclarée en septembre 1939, Roy s'est engagé, laissant Odette avec les enfants à Londres pour endurer le Blitz. Abritée avec ses filles dans l'abri Anderson au fond de leur jardin, elle en est venue à accepter que rester en ville n'était plus possible. Elle a déménagé la famille dans un cottage loué près du village de Red Ball, à la frontière entre le Somerset et le Devon. Alors qu'elle plantait des légumes, s'occupait des poules et soignait sa belle-mère malade à la campagne, les nouvelles de France devenaient de plus en plus mauvaises. Elle a appris par la Croix-Rouge que les nazis avaient saisi la maison de sa mère et que son frère avait été blessé. Elle se sentait coupable de profiter d'une vie paisible alors que d'autres mouraient pour la liberté de ses enfants. Puis, au printemps de 1942, la Royal Navy a lancé un appel à la radio, demandant au public d'envoyer des photographies personnelles du littoral français pour aider à la planification de l'invasion. Odette a pensé que répondre était le minimum qu'elle pouvait faire. Alors elle a rassemblé des photos de famille des plages près de Calais et Boulogne et les a envoyées par la poste. Mais elle a par erreur adressé le colis au ministère de la Guerre, au lieu de l'amirauté. Elle avait joint une note expliquant que ses parents étaient français et qu'elle connaissait bien la région côtière. Une semaine plus tard seulement, une lettre est arrivée la convoquant à Londres. Elle s'attendait simplement à venir récupérer ses photos. Au lieu de cela, elle s'est retrouvée face au major Guthrie, qui l'a interrogée sur son enfance en France et a testé sa maîtrise du français. Il lui a demandé si elle serait prête à aider l'effort de guerre. Étant mère de 3 jeunes enfants, elle a dit qu'elle pouvait aider pour des tâches de traduction, mais le major avait d'autres projets pour Odette Sansom. Il a demandé s'il pouvait transmettre son nom à un collègue. Quelques semaines plus tard, le 28 juin 1942, Odette a reçu une autre lettre. Cette fois, elle venait du capitaine Selwyn Jepson, l'officier recruteur de la section F, la branche de sabotage et de résistance du Special Operations Executive. Ils se sont rencontrés le 10 juillet 1942, à l'hôtel Victoria à Londres. Il a expliqué que la section F avait besoin de femmes comme elle, puisque les jeunes Français étaient arrêtés et rassemblés pour le travail forcé. Mais les femmes pouvaient encore circuler librement en tant que courrières. Au début, elle a refusé. Elle a dit qu'elle n'était pas assez intelligente, pas assez en forme, et qu'elle n'était pas faite pour ce genre de travail.
Et puis, ses enfants passaient avant tout. Jepson ne l'a pas poussée. Il lui a seulement demandé de rentrer chez elle et d'y réfléchir. Odette a ressassé la proposition pendant des mois. Finalement, elle a passé un marché avec elle-même. Elle acceptait d'aller à la formation, mais elle était convaincue qu'elle ne serait pas retenue. La décision serait donc prise à sa place, et sa conscience serait tranquille. Elle a organisé l'internat de ses 3 filles au St. Helens Convent School, dans l'Essex. Puis elle est partie. Le 18 juillet 1942, Odette a reçu un uniforme kaki, une ceinture et un béret. Et elle a été incorporée dans le First Aid Nursing Yeomanry, un corps volontaire, entièrement féminin, qui donnait aux agentes féminines du SOE un statut militaire légal et un uniforme de couverture, sans révéler leur véritable fonction. Mais Odette n'était pas destinée aux missions d'ambulance ou aux salles de soins comme la plupart des membres du corps. Elle était destinée au Special Operations Executive de Winston Churchill. Le programme d'entraînement était difficile. Jusqu'à 80% des candidates étaient généralement disqualifiées, et Odette comptait faire partie de celle-là. L'entraînement à l'école préliminaire de Wanborough Manor, près de Guildford, portait principalement sur l'évaluation physique et les compétences de base sur le terrain. Cela comprenait la manipulation des armes et des explosifs. L'école de perfectionnement à Beaulieu déplaçait l'accent sur ce que les instructeurs appelaient les beaux-arts de l'espionnage. C'est-à-dire semer une filature, passer les contrôles aux frontières et construire et maintenir une fausse identité. Des interrogatoires simulés menés par des hommes vêtus d'uniformes de l'armée allemande étaient conçus pour préparer les recrues à l'endurance psychologique, pour découvrir qui tiendrait le coup et qui craquerait. La prochaine étape était l'entraînement au parachutisme à Ringway, près de Manchester, et cela s'est mal passé. Lors d'un saut d'entraînement, Odette est tombée la tête la première sur les tapis. Elle a subi une commotion cérébrale, une grave entorse à la cheville et un œil tuméfié. Elle a néanmoins pu poursuivre l'entraînement. Son évaluation finale par Beaulieu, le 25 août 1942, était mitigée. Les instructeurs ont salué son enthousiasme, son intelligence et son patriotisme, mais l'ont qualifiée d'impulsive, prompte dans ses jugements, et peu disposée à admettre qu'elle pouvait avoir tort. Ils ont conclu qu'elle manquait de clarté d'esprit pour le travail subversif. Elle a tout de même été proposée pour une mission. Ils avaient besoin de personnes comme Odette, capables de parler français sans accent britannique. Odette Sansom avait commencé sa formation en espérant qu'elle ne serait pas retenue. En confiant son destin aux mains des autres, elle s'est rendue compte à la fin de sa formation qu'elle avait le devoir d'accomplir sa mission. Ce qu'elle ne savait peut-être pas à l'époque, c'est que le taux de mortalité pour les agents du SOE comme elle était stupéfiant. 42%. Le seul métier plus dangereux que le sien était celui de pilote au sein du Bomber Command britannique. Étant donné la forte probabilité d'être capturée, dans son équipement opérationnel, on lui avait remis une pilule de cyanure, appelée aussi pilule L, à utiliser uniquement si elle ne pouvait plus supporter la torture de la Gestapo. Une fois arrivée en France, elle s'appellerait Odette Métayer. Elle était une veuve française et couturière. Pour renforcer sa couverture, elle devait se piquer le bout des doigts avec une aiguille afin de simuler des années de travail de couturière. On lui donna le nom de code opérationnel Lise. Il était temps d'y aller. Le réseau Spindle avait été établi par le capitaine Peter Churchill, un linguiste formé à Cambridge dont le nom de code était Michel et Raoul, et qui avait déjà effectué 2 missions en France avant l'arrivée d'Odette. Spindle était basé à Cannes et servait de liaison britannique principale, gérait un service de courrier intercircuit, identifiait des terrains de parachutage et maintenait des refuges clandestins à travers les montagnes et les villes de la région. Mais faire venir Odette en France pour rejoindre le réseau Spindle fut un défi majeur en soi. Il a fallu 5 tentatives. L'appareil de son premier vol, un bombardier Whitley, a été percuté par un autre avion qui atterrissait sur la même piste avant même qu'il ne décolle. La deuxième tentative avec un Lysander a été interrompue lorsque Londres a appris que ses contacts d'accueil en France avaient été arrêtés par la Gestapo. Ensuite, le mauvais temps a cloué au sol un hydravion venant de Plymouth. Un deuxième Whitley l'a fait décoller de Newquay, puis a perdu son moteur tribord et s'est écrasé à l'atterrissage, manquant de peu de plonger dans la mer Celtique au pied d'une falaise. Heureusement, personne n'a été blessé, mais comme les voyages aériens semblaient maudits pour Odette, il fut décidé qu'elle voyagerait plutôt par la mer. Ainsi, à la mi-octobre 1942, un navire de troupes l'a emmenée à Gibraltar. Là, elle monta à bord d'une felouque avec un équipage polonais pour longer la côte jusqu'à la Côte d'Azur. Finalement, Odette est arrivée en France en novembre 1942. Elle a commencé son travail comme agent de liaison, transportant des cartes et des coordonnées pour les parachutages à travers les cols de montagne et les postes de contrôle allemands.
La liaison radio avec Londres était assurée par Adolf Rabinovitch, également connu sous le nom d'Alec. C'était un juif russo-égyptien et ancien légionnaire de la Légion étrangère française. Le principal cryptographe du SOE, Léo Marx, le considérait comme l'un des meilleurs opérateurs radio en France. Son émetteur-récepteur de 16 kg nécessitait 21 mètres d'antenne, et avec les radiogoniomètres allemands qui triangulaient constamment les transmissions, il devait limiter au maximum la durée de ses émissions à chaque emplacement. Il était le lien vital avec Londres, et il devait être protégé à tout prix. Churchill, Rabinovitch et Odette formaient la colonne vertébrale du soutien du SOE au réseau Spindle. Juste 4 jours après leur débarquement, Odette fut envoyée seule à Marseille pour remettre des fonds au chef de la résistance, André Massac, et récupérer une valise de plans pour les docks de Marseille. Il lui fallut 2 heures pour la trouver, et à ce moment-là, elle avait raté le dernier train. Et elle faisait face au couvre-feu. Son contact l'a envoyée dans un bordel de soldats allemands, le seul endroit à l'abri des patrouilles de la Gestapo. Lorsque la police militaire fouilla l'immeuble de porte en porte à 3 heures du matin, la tenancière leur a dit qu'elle avait une maladie hautement contagieuse. Cela a suffi à convaincre les soldats de partir. Odette s'est éclipsée à l'aube et est revenue plus tard dans la journée. Ce serait la première d'une longue série de situations périlleuses. Le réseau Spindle a été passé à plein régime en mars 1943. Jean et Simone Cotet étaient les propriétaires d'un hôtel à San Giorgio, sur les rives du lac d'Annecy. Jean Cotet était devenu un ami du réseau et transmis un message à Churchill indiquant que le maquis de Glié, un grand groupe de résistance dans les montagnes, avait un besoin urgent d'armes. Churchill a coordonné une vaste opération de ravitaillement impliquant 25 avions livrant des armes au maquis. Une fois entre les mains de la résistance, les armes ont été utilisées pour saboter les chemins de fer, les ponts et les péniches nazies à travers la région. Comme pour tous les réseaux de résistance, ils n'étaient aussi forts que leurs maillons plus faibles. Pour Churchill et Odette, ils ont trouvé leur faille de sécurité la plus grave sous la forme du réseau CART. Dirigé par André Girard, CART était nominalement la plus grande organisation de résistance dans la France de Vichy. Leur sécurité était laxiste. Girard gardait une liste de plus de 200 agents, noms et photographies inclus, dans son propre bureau. Son adjoint, André Massac, qu'Odette était déjà allé voir à Marseille, en transportait une copie avec lui à chacun de ses déplacements. Odette refusa de travailler directement avec Girard, disant à Churchill qu'ils risquaient leur vie inutilement en agissant ainsi. Au milieu de tout cela, les Allemands avaient un homme prêt à profiter précisément de ce genre de négligence. Le sergent Hugo Bleicher avait atteint un statut de quasi-célébrité au sein des cercles de contre-espionnage allemands. Travaillant pour l'Abwehr au contre-espionnage, il avait déjà pratiquement démantelé Interalliés, alors le plus grand réseau de résistance d'espionnage allié en France. Après l'arrestation de 60 de ses membres, il était craint comme le limier de l'Abwehr. Tout ce dont il avait besoin, c'était d'une faille dans l'armure, d'un informateur qui lui ferait trop vite confiance et en dirait trop, ou, dans le cas de CART, d'un moment d'inattention. Contrairement à ceux de la Gestapo, les méthodes de Bleicher étaient plus subtiles. Parlant couramment le français, l'anglais et l'espagnol, il voyageait sous le pseudonyme de Monsieur Jean. Il a passé l'automne 1942 à surveiller les réseaux de la résistance de Nice à Marseille. Tout ce dont il avait besoin, c'était d'une opportunité. En novembre 1942, André Massac a transporté la liste des agents CART de Girard à bord du train Marseille-Paris, la mallette posée sur le siège à côté de lui. Quelque part au cours du long voyage en train bondé, il s'est endormi. Lorsqu'il s'est réveillé, la mallette avait disparu. L'Abwehr surveillait cette liaison ferroviaire. Bleicher savait qu'il était régulièrement utilisé par la résistance, mais il a fallu plusieurs mois à l'Abwehr pour exploiter le renseignement inespéré qui était tombé entre leurs mains. Au début de l'année 1943, il travaillait sur la liste, nom par nom. L'épouse de Girard et 2 de ses filles ont été arrêtées. À Arles, 17 agents ont été arrêtés en une seule rafle. Londres n'avait pas le choix. Elle a dissous CART et intégré ses membres restants à Spindle et à un nouveau réseau à Auxerre. Girard a été rappelé à Londres. Quelques jours plus tard, le SOE a ordonné à Peter Churchill de rentrer à Londres pour un briefing sur la réorganisation de son réseau. Odette a été laissée responsable, Churchill demandant à Rabinovitch, l'opérateur radio, de veiller sur elle. À Paris, l'Abwehr préparait déjà à tendre l'un de ses propres pièges. Massac devait arriver en ville pour tenter de recruter et de reconstruire son réseau. L'Abwehr avait une agente nommée Claire prête à le rencontrer, se faisant passer pour une sympathisante.
Le travail de Bleicher était de surveiller la rencontre et de procéder à l'arrestation au moment opportun. Massac est arrivé avec sa secrétaire. L'équipe de Bleicher attendait et les a arrêtés tous les deux avant qu'ils n'aient fini leur café. Massac se retrouva dans une prison française moins d'1 heure plus tard. Il a essayé d'acheter sa liberté en remettant ses cristaux radio cachés et une valise contenant 1 million de francs. Les Allemands ont accepté son cadeau avec plaisir, mais Massac n'allait nulle part. Utilisant son identité de couverture, Monsieur Jean, Bleicher s'est mis à le travailler, passant plusieurs jours à gagner la confiance de Massac plutôt qu'à utiliser la force. Il était, disait-il, un officier allemand écœuré par la guerre, et si Massac pouvait l'emmener sain et sauf en Angleterre, tous les deux pourraient négocier un accord de paix entre le haut commandement allemand et le ministère britannique de la guerre. Massac a cru à l'histoire, allant même jusqu'à aider Bleicher à créer son identité de couverture, le colonel Henry. Au sein de l'Abwehr, l'opération portait un nom de code, Grand-Duc. Convaincu d'avoir trouvé un ami et un moyen de rentrer chez lui, Massac écrivit à sa femme et à son lieutenant Roger Bardet, garantissant la bonne foi de son nouvel ami, le colonel Henry. Bleicher apporta les lettres à Annecy, où il trouva Bardet dans la planque qu'utilisait le réseau d'Odette. La lettre de Massac eut sur Bardet le même effet qu'elle avait eu sur Massac. Il crut chaque mot. Pour aider son nouvel ami à atteindre le réseau, Bardet donna à Bleicher des descriptions physiques de l'équipe Spindle, ainsi que l'adresse où séjournait Odette. Début avril 1943, Bleicher se rendit à Saint-Zoro, dans les Alpes françaises, pour retrouver Odette. Il la rencontra à l'hôtel de la Poste. Usant de son charme, il se présenta comme Henri, un officier de l'armée allemande, et lui remit la lettre de Massac. Il lui expliqua ce qu'il voulait. Un poste émetteur, et un bombardier Hudson avec un pilote, pour l'emmener, lui et Massac, à Londres. Il aurait pu l'arrêter sur le champ, mais Bleicher avait des plans plus ambitieux que de capturer un seul agent. Capturer un avion britannique, soit un Hudson, soit un Lysander, ainsi que son pilote, serait un énorme coup pour le renseignement. Peut-être même suffisant pour lui valoir la croix de chevalier. Mais Odette s'est immédiatement méfiée. Pour gagner du temps, elle a dit que Bardet devrait voir Massac en personne et confirmer que la lettre était authentique. Elle a également dit que toute décision devrait venir de Londres. Le colonel Henry a accepté la condition et a invité Odette à Paris en attendant pour voir un opéra. Elle a refusé, disant qu'elle avait un problème de santé qui ne lui permettait pas de voyager. Plus tard dans la soirée, elle a raconté à Rabinovitch la rencontre avec l'officier nazi. Il n'en a pas cru un mot non plus. Le lendemain matin, Odette a prévenu Bardet. Londres refuserait presque certainement le plan, et étant donné leurs soupçons sur les véritables intentions du colonel Henry, il n'y avait aucune raison pour qu'il s'approche de Paris. Bardet y est allé quand même, apparemment avec l'intention de sauver lui-même Massac. De retour à la prison française, Massac a étreint son bon ami Jean, convaincu qu'il lui avait sauvé la vie. Avec Bardet à ses côtés, Bleicher a insisté davantage. Si Massac voulait que les siens soient protégés, il aurait besoin de noms comme garantie. Une garantie contre les représailles, au cas où Henry serait arrêté à Londres. Toujours convaincu par la ruse, Massac a rédigé 20 adresses de groupes de résistance, de Bordeaux à Strasbourg. Chaque nom a été directement ajouté au dossier de Bleicher. Odette a demandé à Rabinovitch de télégraphier immédiatement à Londres au sujet de la réunion et du plan proposé. La réponse fut cinglante. Henry extrêmement dangereux, stop. Vous devez vous cacher de l'autre côté du lac et couper tout contact. Odette n'a suivi que la moitié de l'ordre. Elle a déplacé Francis Cametz, qui dirigeait le circuit jockey, dans une planque sûre à Cannes, et a envoyé Rabinovitch dans une cachette isolée. Elle a trouvé un nouvel hôtel de l'autre côté du lac, à Talois, que Churchill et elle pourraient utiliser comme planque. Mais elle a tardé à s'y installer réellement. Cela s'est avéré être une erreur critique. Ayant dit à Henry que le vol ne pouvait pas être organisé avant le 18 avril, elle pensait s'être donné assez de temps pour retrouver Peter Churchill lorsqu'il reviendrait en parachute en France. Il devait revenir d'une nuit à l'autre, et elle voulait le retrouver avant qu'ils ne se cachent tous. Le 15 avril 1943, ils ont appris que Churchill revenait. Odette et Rabinovitch ont grimpé à 6000 pieds sur le mont Semno dans l'obscurité pour faire des signaux à leur avion de la RAF en approche. Une fois Churchill au sol, ils ont entamé la descente dangereuse. Odette est tombée violemment en redescendant, n'apprenant que bien plus tard qu'elle s'était fracturé une vertèbre. Capable de continuer, elle a poursuivi, ignorant la douleur. Le lendemain, c'était le 16 avril 1943,
Les plans du sergent Hugo Bleicher avaient manifestement changé. Il avait dû apprendre que son grand projet de capturer un avion britannique et son pilote était tombé à l'eau. Il décida donc de revendiquer ce qu'il considérait comme le second meilleur prix, les chefs de l'un des réseaux de résistance les plus actifs et perturbateurs de France. Lorsque le pistolet fut pressé dans le dos d'Odette dans le couloir de l'hôtel, sa première préoccupation fut le portefeuille dans la veste de Peter Churchill. À l'intérieur, il contenait 70 000 francs, mais plus important encore, les codes radio de 6 agents. Dans la confusion de l'arrestation, elle échangea sa veste contre une veste de sport et glissa le portefeuille dans sa manche. Elle l'a ensuite coincé sous le siège de la voiture pendant le trajet jusqu'à la caserne. La Gestapo ne l'a jamais trouvé. Pendant leur transfert à Paris, elle et Peter se sont mis d'accord sur une version à maintenir lors de chaque interrogatoire. Il ferait semblant d'être mari et femme. Il profiterait également du nom de famille de Peter en disant qu'il était un parent proche du Premier ministre britannique. Odette devait prétendre être la tête pensante de la mission, qui avait poussé son mari à venir en France. En réalité, si Peter Churchill était lié à Winston Churchill d'une quelconque manière, le lien était si lointain que cela n'aurait absolument rien changé à sa situation de prisonnier des nazis. Néanmoins, il profita pleinement de son nom, espérant que ce lien familial pourrait lui épargner le pire des tortures inévitables auxquelles ils allaient être confrontés. Et la ruse a parfaitement marché. Les Allemands considéraient Peter Churchill comme un otage politique de grande valeur. Il n'a été interrogé que 2 fois et n'a subi aucune torture. Malheureusement pour Odette, elle a supporté seule le reste de ce qui a suivi. Odette Sansom a été transférée au siège du contre-espionnage de la Gestapo au 84 de l'avenue Foch, à Paris. Son interrogateur voulait savoir où se trouvaient Adolf Rabinovitch et Francis Kermatz, 2 agents clés que les Allemands n'avaient pas encore capturés. La réponse d'Odette était la même à chaque fois. Je n'ai rien à dire. Lorsque la pression psychologique ne donnait rien, la Gestapo se tournait inévitablement vers la violence physique. Son dos a été brûlé au fer rouge. Lorsque la brûlure n'a pas suffi à la briser, un tortionnaire de la Gestapo a utilisé des pinces chirurgicales en acier pour lui arracher un à un ses 10 ongles de pied. Bien qu'elle ait été rendue à moitié délirante par la douleur, elle n'a rien dit. En juin 1943, elle a été traduite devant un tribunal, à l'avenue Foch, et condamnée à mort pour 2 chefs d'accusation. D'abord, en tant qu'espionne britannique, et ensuite en tant que Française travaillant contre l'occupation. Elle a dit au juge qu'il devrait se décider sur lequel des 2 chefs d'accusation elle serait exécutée, puisqu'elle ne pouvait mourir qu'une seule fois. Odette est arrivée à la prison de Fresnes, près de Paris, le 8 mai 1943, et a été conduite par un passage souterrain jusqu'à la cellule 108. 12 pieds sur 8, de la moisissure au plafond, un lit en fer rouillé et des griffures sur le mur. Elle a été classée comme une grande criminelle. Les avis sur la porte de sa cellule précisaient « Pas de livre, pas de douche, pas de colis, pas d'exercice et aucun privilège ». Sa ration quotidienne était un petit morceau de pain noir, un bol de soupe claire au navet ou au chou, et une tasse de ce qui se faisait passer pour du café. En octobre 1943, elle avait développé une pleurésie et un ganglion dans le cou avait enflé jusqu'à atteindre la taille d'un pamplemousse. Hugo Bleicher leur rendit visite, à elle et à Peter, à la prison de Fresnes, apportant des cigarettes et exprimant sa honte à propos de la torture qu'il affirmait n'avoir pas pu empêcher. Peter bénéficiait de privilèges spéciaux en raison de ses importantes relations politiques, du moins c'est ce que croyaient les nazis. Il a même été autorisé une fois à sortir sans menottes, étant autorisé à se laver dans l'appartement de Bleicher et à changer de vêtements, après quoi il a été emmené déjeuner. Le 13 mai 1944, Odette a été transférée en train à la prison criminelle de Karlsruhe, en Allemagne. Elle était menottée à une autre agente du SOE, Yolanda Bickmann, et 5 autres femmes du SOE ont fait le même voyage. À Karlsruhe, les femmes étaient détenues dans des cellules séparées et étaient mises au travail pour coudre des uniformes et éplucher des pommes de terre. Les perspectives des femmes étaient sombres. L'ordre commando d'Hitler exigeait qu'elles soient remises au SD pour être exécutées sans procès. En tant que prisonnière dite de la nuit et du brouillard, elle disparaîtrait sans laisser de traces. Le mois suivant, Vera Lee, Diana Roden et Andrea Borel furent emmenés de Karlsruhe et exécutés le 6 juillet 1944 au camp de concentration de Natzweiler-Struthof. Yolanda Bickmann, Madeleine Desmeurant
et Eliane Pluin furent détenus plus longtemps, mais exécutés plus tard à Dachau en septembre. À ce moment-là, la machine de guerre nazie était pressée de toutes parts par les Alliés. Le 18 juillet 1944, Odette fut transférée de Karlsruhe. Elle arriva au camp de concentration de Ravensbrück plus tard ce mois-là et fut placée dans le bunker, le quartier disciplinaire le plus sévère du camp, dans une cellule dont la fenêtre était murée. Le commandant Fritz Suren ordonna qu'elle soit connue dans le camp sous le nom de Frau Schur, afin d'éviter que le nom Churchill n'attire l'attention. En août 1944, après le débarquement des Alliés dans le sud de la France, la SS a mis le chauffage central de sa cellule à pleine puissance et l'a privée de nourriture pendant une semaine. La chaleur prolongée a provoqué le scorbut et la dysenterie. Ses cheveux sont tombés et elle est devenue extrêmement dénutrie. Lorsqu'un garde a dit à Suren qu'elle mourrait probablement dans la semaine, il lui a permis de recevoir un traitement médical et des injections de vitamines à l'hôpital du camp, là maintenant en vie, mais en isolement. En décembre 1944, Suren l'a transférée dans la cellule 32 du bâtiment principal du bunker, à 6 mètres du crématorium. Elle pouvait entendre les machines à travers la fenêtre murée. Des cendres et des fragments de cheveux humains passaient par le peu d'aération qu'il y avait et se déposaient sur le sol. Le 16 avril 1945, Fritz Suren a reçu l'ordre de Heinrich Himmler d'exécuter tous les prisonniers du bunker et les témoins avant la libération du camp. Il n'a pas exécuté ses ordres dans le cas d'Odette. Il avait conclu qu'un parent du Premier ministre britannique valait plus pour lui vivant que mort. Avec l'armée russe qui approchait du camp par l'est, il a pensé qu'il lui fallait un atout pour négocier. Le 1er mai 1945, alors que les forces russes approchaient, Fritz Suren a emmené Odette hors de Ravensbrück dans sa Mercedes-Benz décapotable blanche. En se dirigeant vers les lignes américaines, avec un pique-nique et une bouteille de Bourgogne en chemin, il pensait qu'être vu comme l'homme qui avait personnellement protégé une parente du Premier ministre lui vaudrait un traitement indulgent. Lorsqu'ils ont atteint la position américaine, Suren a dit aux soldats qu'Odette était une parente de Winston Churchill et qu'il avait bien pris soin d'elle. Odette a expliqué la véritable situation aux soldats. Elle leur a dit que l'homme à côté d'elle était Fritz Suren, commandant du camp de concentration de Ravensbrück, et qu'il devait immédiatement le faire prisonnier. Enfin, et miraculeusement, Odette était libre et vivante. Elle est rentrée à Londres le 8 mai 1945, le jour de la victoire en Europe, arrivant au milieu des célébrations de la ville. Les médecins de l'hôpital militaire Queen Alexandra à Millbank ont décrit son état comme déplorable. Elle pesait moins de 38 kilos. Sa 5e vertèbre, brisée sur le mont Semno, était restée sans traitement pendant 2 ans, et les ongles de pied arrachés à l'avenue Foch n'avaient jamais repoussé. Elle a réappris à marcher sur ses talons et a porté des chaussures d'homme pendant 2 ans, le temps qu'il guérisse. Son mariage avec Roy Sonsom n'a pas survécu à la guerre, ou du moins à ce que la guerre avait fait d'elle. Ils ont divorcé en 1946. Elle et Peter Churchill se sont mariés le 15 février 1947 au bureau d'état civil de Kensington. La presse a traité cela comme un conte de fées. En août 1946, le palais St. James a annoncé qu'Odette avait reçu la George Cross. Elle a été la première femme à la recevoir de son vivant. Lors de sa cérémonie d'investiture au palais de Buckingham en novembre de la même année, le roi George VI lui a personnellement demandé de mener la procession des 250 récipiendaires. Elle a également été décorée par les Français, recevant la Légion d'honneur. La renommée d'Odette et de Peter Churchill a atteint de nouveaux sommets après la sortie du film Odette en 1950, avec Anna Neagle et Trevor Howard dans les rôles principaux, dans lequel leurs expériences de guerre ont été dramatisées. Mais toute cette reconnaissance publique a aussi suscité un examen minutieux. À la fin des années 1950 et dans les années 1960, la députée Dame Irene Ward a mené une campagne pour faire annuler la George Cross, affirmant qu'Odette avait exagéré sa torture et que sa survie à Ravensbrück était le résultat d'une relation intime avec le commandant du camp. Elle était également obsédée par la relation entre Sansom et Churchill et se demandait si cela avait entraîné des failles de sécurité et compromis la mission. Mais les dossiers médicaux d'Odette ont prouvé la torture et les mauvais traitements sans aucun doute, et la campagne n'a pas abouti. Le célèbre historien M.R.D. Foote, dans son Histoire officielle du SOE, publiée en 1966, a également remis en question l'ampleur de la torture subie par Odette et a émis des doutes sur certains aspects de son récit. Lui aussi a remis en question sa relation avec Peter Churchill lorsqu'ils étaient sur le terrain. Odette a intenté un procès pour diffamation
et a obtenu des excuses publiques publiées dans le Times, ainsi qu'un règlement financier. Son mariage de conte de fées avec Peter Churchill n'a pas non plus tenu. Il donnait des conférences et a publié des mémoires en 3 volumes, et l'attention du public qui le recherchait était ce qu'elle avait du mal à supporter. Ils ont divorcé en 1956. Elle a ensuite épousé Geoffrey Ellos, également un ancien officier du SOE. Les autres personnes impliquées dans l'histoire ont connu des destins divers. Le commandant Fritz Suren s'est évadé de la garde britannique en décembre 1945 et a vécu sous un faux nom dans un village bavarois pendant des années, avant d'être reconnu par une ancienne secrétaire de Ravensbrück. Il a été repris par les troupes américaines le 24 mars 1949. Odette a témoigné contre lui lors des procès pour crimes de guerre à Hambourg, puis plus tard, lors de son procès à Rostock. Suren a été condamné et pendu le 12 juin 1950. Après l'effondrement de Spindle, Roger Bard est devenu un collaborateur nazi à part entière. Travaillant à la fois pour l'Abwehr et le SD, il a aidé à démanteler un réseau distinct appelé Inventor, et a livré l'adresse de sa courrière, Vera Lee, la même femme exécutée aux côtés des compagnons de Karlsruhe, d'Odette à Natzweiler-Struthof. Il a été condamné pour trahison en 1949 et condamné à mort, mais son exécution n'a jamais eu lieu et il a été libéré de prison vers 1955. Adolf Rabinovitch a échappé à la rafle à Sanzoro. Malgré les ordres de retourner immédiatement en Angleterre, il a refusé de partir avant d'avoir personnellement averti Francis Kermatz à Cannes que le réseau était compromis. Il a ensuite traversé les Pyrénées et est finalement retourné en France pour poursuivre son travail de résistance. Il a été arrêté avant le jour J, en 1944, et en raison de ses origines juives, il a été envoyé au camp d'extermination de Ravensbrück, en Pologne, où il a été gazé. Hugo Bleicher a été capturé par des soldats canadiens et la milice néerlandaise à Amsterdam le 31 mai 1945. Les services de renseignement britanniques l'ont considéré comme un homme relativement humain qui n'avait aucune sympathie pour les nazis. Les autorités françaises l'ont libéré en septembre 1946, après qu'il ait fourni un témoignage écrit qui a innocenté plusieurs membres de la résistance soupçonnés de trahison. Il est retourné dans son village natal de Tettnang, en Allemagne, et a ouvert un bureau de tabac. Dans ces dernières années, Odette était une fervente partisane d'Amnesty International et a occupé le poste de vice-présidente de la FANI. En 1993, à l'âge de 81 ans, elle est retournée à Ravensbrück et a dévoilé une plaque commémorative en l'honneur des agents du SOE qui y sont morts. Odette Sonsom est décédée à son domicile de Walton-on-Thames le 13 mars 1995. Elle avait 82 ans. Elle est enterrée au cimetière de Berville, dans le Surrey, dans la même tombe que sa mère, Yvonne Braley, et son 3e mari, Geoffrey Ellos.